territoriale. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que de plus en plus de collectivités sont concernées, même si elles n'ont pas l'impression de l'être, elles le sont. Les chiffres sont en augmentation constante. Vous verrez ces chiffres pendant la présentation. Aucune collectivité n'est à l'abri. Donc voilà. Maintenant, vous êtes là, donc vous vous sentez concerné et c'est très bien. J'ai le plaisir d'accueillir Luc Brunet, qui sera notre intervenant. Luc Brunet est le responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. Je, le- je lui laisserai le soin de vous présenter peut-être l'Observatoire, Luc, c'est Oui, toujours intéressant. Nous devions avoir une intervention également d'un intervenant de chez Orange, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Le webinaire sera donc écourté, sauf si, bien sûr, vous avez de nombreuses questions à poser. Donc, Luc Brunet va vous présenter les enjeux juridiques et les responsabilités en matière de cybersécurité. Il va vous présenter quelques bonnes pratiques à adopter pour protéger votre collectivité. Quelques consignes techniques. Les micros, veillez à les maintenir coupés, s'il vous plaît. Ça évitera, ça assurera un confort d'écoute plus important. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Nous y répondrons en fin de réunion. Vous pourrez aussi, en fin de présentation, les poser oralement en rallumant vos micros. Voilà, donc vous l'avez vu, le webinaire est enregistré. Le replay sera mis à disposition sur le site de Mairie 2000. Et le support qui est diffusé, nous pourrons vous le transmettre, Luc. oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, donc nous vous transmettrons également le support qui va être diffusé par Luc Brunet aujourd'hui. Luc, je vous laisse la parole. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué Nathalie, je suis responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. C'est une structure qui a été créée en 1998 par la SMAC, donc qui est assureur des collectivités territoriales. Et l'Observatoire a été créé en partenariat avec une quinzaine d'associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, dont Mairie 2000, qui est membre fondateur et fidèle partenaire de l'Observatoire. Donc, merci à Mairie 2000 de nous avoir sollicité pour cette intervention. Alors, nous étudions plus largement tout ce qui est le risque juridique des collectivités territoriales, des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux, avec un zoom sur le risque pénal et de manière globale le risque juridique des collectivités territoriales. Et à cet égard, nous avons été amenés effectivement à nous intéresser à la problématique des cyberattaques, car comme vous, nous avons constaté que c'était un sujet qui montait dans les collectivités territoriales. Et ce qui explique pourquoi nous avons consacré un colloque à ce sujet en 2021. Les actes et le replay sont librement accessibles, donc vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. Et je vous présenterai en fin de diaporama des ressources qui sont librement accessibles, qui peuvent vous être utiles dans l'exercice de vos missions. Alors, quelques définitions tout d'abord. Si je reviens, je suis passé un peu vite. Donc, vous avez une des premières ressources que vous pouvez utiliser, c'est le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est en accès libre et qui est très bien fait. Donc, je vous invite à aller le consulter. Et on y donne notamment une définition du piratage informatique, à savoir que c'est un procédé qui consiste à s'introduire sans autorisation dans une ressource comme un ordinateur, un serveur, un réseau, un service en ligne ou un téléphone mobile. Et donc, il peut prendre deux formes, en fait. Ça peut être soit le piratage d'un compte, d'une boîte mail ou d'un site Internet, ou le piratage d'un équipement, donc un ordinateur ou un téléphone portable. L'objectif, bien entendu, est toujours identique. Il s'agit de prendre le contrôle de la ressource considérée, que ce soit un équipement ou un compte, et ou de dérober des informations, qu'elles soient personnelles, confidentielles, dans le but d'en faire un usage malveillant, que ce soit usurpation d'identité, fraude bancaire, gain d'argent, etc. Et ça peut être aussi de
de crypter des données qui sont en votre possession et donc vous paralyser dans votre fonctionnement pour solliciter en bout de chaîne, évidemment, une rançon en vous disant, si vous voulez récupérer vos données, il faut passer par la case rançon. On peut avoir aussi des objectifs parfois qui sont politiques, donc il n'y aura pas nécessairement de demande de rançon, mais c'est pour nuire à une collectivité. On sait qu'il y a des États étrangers qui sont malheureusement très actifs dans ce domaine et qui vont, par exemple, attaquer des sites internet de communes, comme c'est encore arrivé la semaine dernière, notamment en Belgique, où des communes ont été ciblées, les sites internet de communes ont été ciblés, et visiblement derrière, c'est la Russie qui est à la manœuvre. Donc là, on a la définition, et ce que l'on constate, comme l'a précisé Nathalie, c'est que les collectivités sont d'autant plus concernées que les cybercriminels privilégient les cibles les moins bien protégées. C'est comme quand on lance un filet, un pêcheur lance un filet, les mailles sont au départ plus ou moins larges, mais ça permet d'attirer les proies les plus faciles, les plus faibles. Et les collectivités n'ont pas toujours conscience du danger par rapport aux cyberattaques. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est la preuve que vous êtes sensibilisés, donc c'est un bon point. Mais de manière générale, vous avez une étude de cybermalveillance qui a été publiée en mai 2022, qui concernait la cybersécurité dans les collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, et 65% des communes interrogées estimaient que le risque de cyberattaque était faible, voire inexistant. Donc il y a vraiment une sous-estimation du risque, alors que les chiffres, comme l'a souligné Nathalie tout à l'heure, sont au contraire exponentiels. En 2023, toujours selon cybermalveillance, les collectivités territoriales et administrations ont vu les attaques par hameçonnage augmenter de 26%, le piratage des comptes de 22% et les fraudes de 36%. Et on a encore un rapport récent de la Cour des comptes qui a été publié en juin 2025 qui confirme ces chiffres et qui nous dit quoi? Que les cyberattaques ciblent de plus en plus les collectivités territoriales. Alors face à ces chiffres, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que les collectivités territoriales ne sont pas plus sensibles que cela à ce risque? L'une des raisons que l'on peut invoquer, c'est que 3/4 des communes de moins de 3500 habitants ont moins de 5 postes informatiques. Donc, de ce fait-là, elles se sentent peu exposées. C'est une erreur. En 2018, par exemple, tous les fichiers d'un ordinateur d'une mairie de bretonne de 654 habitants ont été bloqués avec demande de rançon à la clé. Donc, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est une petite collectivité qu'on ne va pas intéresser les cyberpirates. Encore une fois, les cyberpirates vont parfois ratisser de manière très large et puis ils vont voir qui c'est qui mord à l'hameçon. Et si c'est une petite collectivité, ça sera une petite collectivité et elle sera pénalisée au même titre qu'une grosse collectivité. Les conséquences de ces cyberattaques, elles sont multiples et elles peuvent être extrêmement lourdes. Alors, la première, auquel on pense tous, parce qu'on a déjà été confronté sans qu'il y ait eu une cyberattaque, vous savez, quand vous avez la panne de courant et que vous n'avez pas eu le temps d'enregistrer votre document, ça nous fait toujours râler. Là, dans le cas d'une cyberattaque, c'est beaucoup plus large. Et donc, l'une des premières conséquences, c'est la perte de données et du temps perdu et du travail perdu. Donc ça, c'est une première conséquence qui n'est pas neutre. Il faudra tout recommencer. Autre conséquence qui peut avoir là des impacts juridiques, c'est que les cyberpirates ont peut-être volé des données personnelles, des données confidentielles, et vont peut-être menacer de les révéler. Ou, même sans menacer de les révéler, vont s'en servir pour les vendre sur le dark web. Donc là, on va le voir, ça peut engager votre responsabilité parce que c'est vous qui êtes garant de la sécurité des données que vous hébergez. Donc on verra que vous avez un certain nombre d'obligations en la matière.
troisième conséquence, ben, vous n'avez plus de serveurs, plus de réseau informatique. Aujourd'hui, que ce soit dans une collectivité, dans une entreprise, quand on n'a plus d'informatique, ça devient vite compliqué, puisque quasiment toutes nos tâches sont informatisées. Ça peut, selon la nature de l'attaque, conduire à l'impossibilité de communiquer par mail et ou téléphone. On peut avoir effectivement, ça peut aller jusque-là, et donc là, on est bien embêté, on ne peut plus communiquer. Je vous ai dit qu'on avait organisé un colloque, il y avait une collectivité qui avait témoigné, et eux, ils étaient dans l'incapacité aussi d'organiser des assemblées, tout se faisait par voie électronique, et les conseils municipaux ne pouvaient plus se tenir puisqu'on n'avait plus les moyens de les organiser. Ça peut conduire également à des pertes de recettes pour la collectivité lorsqu'il y a des services publics qui sont informatisés, qu'on ne peut plus faire fonctionner. Donc, ça veut dire l'arrêt de certains services publics, c'est une autre des conséquences, mais ça peut engendrer derrière des pertes de recettes. Alors, j'ai commencé à l'ébaucher. On va le voir qu'il peut y avoir des problèmes de responsabilité de votre part, même si ce n'est pas vous, évidemment, qui êtes les premiers fautifs. Mais selon la nature de l'attaque, selon les moyens utilisés, selon les conséquences aussi, eh bien, peut-être qu'on va se poser des questions en termes, mais est-ce que vous, collectivité, vous avez tout fait pour que ça n'arrive pas? Et d'autre part, une fois que l'attaque a eu lieu, est-ce que vous avez eu les bons réflexes? Et s'il y a eu quelques dysfonctionnements, ça peut se traduire par des recherches en responsabilité, nous le verrons tout à l'heure. Autre conséquence, altération de la réputation et de l'image de la collectivité. On peut aller même, dans certains cas, jusqu'à des conflits sociaux. Hein. Si je vous le cite, c'est que c'est arrivé. Forcément, cyberattaque, donc ça veut dire, par exemple, plus de services paye. Si la paye ne peut plus fonctionner, les fonctionnaires, ils ne sont plus payés, ils ne vont pas être contents. Donc, forcément, ça peut générer aussi des tensions sociales. Et ça peut également générer un mécontentement des usagers et des citoyens, soit parce que leurs données personnelles ont été atteintes, voire divulguées, soit parce qu'ils n'ont plus accès à un certain nombre de services publics qui, jusqu'à présent, leur étaient ouverts. Et on retrouve effectivement la question de l'inaccessibilité des services publics en ligne et ou du site Internet de la collectivité. Parce que des fois, des attaques, elles vont cibler uniquement, par exemple, le site Internet de la collectivité. On va générer un trafic énorme sur le site pour le faire exploser et le site Internet de la collectivité ne sera plus accessible. Et si sur votre site, vous avez des services en ligne, ben ces services en ligne aussi ne seront plus accessibles. Alors, on en a un peu parlé avec le conflit social. Il y a un autre paramètre à juger, c'est celui également de l'anxiété des agents. Alors, vous voyez le petit dessin en haut à gauche, c'était Jean Duverdier qui avait fait ce dessin lors du colloque de l'Observatoire, c'est un caricaturiste. Et vous voyez un fonctionnaire qui est en dépression parce lorsqu'il y a eu la cyberattaque, il a réalisé qu'il ne savait plus utiliser un stylo 4 couleurs. Un peu d'humour, ça fait du bien parce qu'effectivement, les conséquences peuvent être relativement plus lourdes que celles-là en cas de cyberattaque. Alors, qui c'est qui doit indemniser la victime? Parce qu'on a vu que les victimes, ça peut être quoi? Ça peut être une entreprise, ça peut être un usager, ça peut être des administrés qui ont vu leurs données personnelles atteintes et ou divulguées. Alors, évidemment, la responsabilité première, c'est celle des cybercriminels. On est bien d'accord. C'est les pirates informatiques qui sont les premiers responsables. Mais encore faut-il qu'ils puissent être identifiés et appréhendés. Or, ça, c'est plus délicat, beaucoup plus délicat. Tandis que la collectivité, elle est connue, elle est identifiée. Et on ne peut pas exclure qu'il y ait
en cas d'attaque informatique, avec des préjudices causés à des entreprises, à des usagers, à des administrés, qu'il y ait des recherches en responsabilité contre la commune, contre la collectivité, si l'attaque informatique a été facilitée par des négligences internes, un système informatique mal sécurisé, des gestions de mots de passe défaillantes. Alors, des gestions de mots de passe défaillantes, ça peut être des mots de passe qui sont beaucoup trop simples. Bon, on a eu un exemple récent, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité avec un cambriolage qui a eu lieu dans un célèbre musée national. Il y a eu un audit qui a été fait après sur la sécurité. Et pour accéder au système informatique qui gérait la télésurveillance de ce musée, du Louvre, eh bien, le mot de passe, c'était Louvre. Mot de passe qui n'est pas très facile à deviner, et donc qui n'est pas très difficile à deviner. Et donc, ça peut effectivement conduire à ce que l'on ait des pirates qui s'introduisent assez facilement dans un système. Et le juge pourrait dire, bah ouais, d'accord, c'est des pirates, mais quand même, de votre côté, vous avez été un peu négligent et vous avez laissé la clé sur la porte, en quelque sorte. Hein. C'est un peu comme quand on laisse la clé sur la porte de votre domicile ou de votre mairie. Si vous vous êtes volé, vous êtes cambriolé, il est possible que le juge vienne vous dire, bah oui, mais vous êtes un peu responsable quand même. Des logiciels informatiques périmés ou non mis à jour, donc attention aux mises à jour, des antivirus inexistants ou obsolètes, etc. Dans tous ces cas, encore une fois, ce sont des négligences qui ont pu être commises par des agents ou des élus, et ça va permettre éventuellement aux victimes de rechercher la responsabilité de la collectivité. Et même dans des cas un peu plus exceptionnels, hein, ça c'est pas la norme, mais dans des cas un peu exceptionnels, on peut envisager la situation où la responsabilité civile personnelle d'un élu ou d'un agent qui aurait commis une faute grave puisse être engagée. C'est-à-dire que là, c'est sa responsabilité personnelle qui serait en jeu. Alors, la plupart du temps, ce serait plutôt la responsabilité de la collectivité. Mais sans parler de l'hypothèse d'une complicité interne où les pirates auraient bénéficié d'une complicité interne dans la collectivité, sans évoquer cette hypothèse, si on reprend l'exemple du maire qui laisse la clé sur la porte de la mairie, eh bien, si on fait le parallèle, le maire ou le fonctionnaire qui utilise un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou qui communique son mot de passe à une personne extérieure, à la collectivité, on pourrait se demander si sa responsabilité personnelle ne pourrait pas aussi être engagée, puisque certes, c'est une faute, en principe, c'est plutôt la responsabilité de la collectivité, mais le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 décembre 2015, a rappelé que la faute personnelle, c'était non seulement la faute où l'élu ou le fonctionnaire avait recherché un intérêt personnel, mais c'est peut-être aussi la faute d'une particulière gravité. Et là, on peut se demander, dans ce type d'exemple que je viens de citer, si le juge ne serait pas tenté de dire oui, il y a quand même une faute d'une particulière gravité, et donc la responsabilité personnelle de l'élu ou de l'agent peut être engagée. Alors, au niveau de la responsabilité pénale, là, je vous ai parlé de la responsabilité civile, c'est-à-dire qui c'est qui doit indemniser la victime. Au niveau de la responsabilité pénale, eh bien, il peut y avoir des situations où la cyberattaque va avoir un impact sur la santé ou la sécurité physique de personnes. Alors évidemment, dans les hôpitaux, on y pense tout de suite. Un hôpital et les hôpitaux ont malheureusement fait l'objet de cyberattaques. Les cyberpirates n'ont aucune morale, hein, ils peuvent s'attaquer à un hôpital, y compris pour enfants, ça ne les dérange pas. Le problème, c'est que quand c'est un hôpital qui est attaqué, forcément, on pense tout de suite au système
de sécurité avec des conséquences euh, qui peuvent être engendrées sur la santé, sur la sécurité des patients. Mais il n'y a pas que dans les hôpitaux où un piratage informatique peut avoir des conséquences sur la vie ou la santé. Les collectivités territoriales gèrent également de nombreux services publics qui peuvent, en cas de défaillance, causer des dommages à ou des personnes à de l'environnement. Si un cyberpirate peut contrôler les feux tricolores, c'est pas trop fort? Si un cyberpirate peut contrôler les feux tricolores, eh bien, on peut envisager effectivement un accident causé à la circulation, avec des dommages corporels. Si un cyberpirate s'attaque à une station d'épuration, il peut y avoir aussi, et je donnerai un exemple tout à l'heure, des impacts sur la santé. Une usine de traitement des déchets, un réseau d'eau ou de transport public. Bon, tous ces exemples montrent qu'effectivement, une cyberattaque peut avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des usagers. Et en cas d'accident qui serait provoqué par un acte de malveillance, on est d'accord que, là aussi, que la première responsabilité, c'est celle des cyberpirates. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la responsabilité civile, si des élus et des fonctionnaires ont commis des négligences qui ont permis cette cyberattaque, eh bien là aussi, on peut envisager. Tu sais pas si Didier il a décidé de faire couper la branche là entre Kédange et Hombourg? Il y a un micro qui est ouvert, si vous pouvez Hein? le... Oui, Madame Hitz, si vous pouviez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, s'il y a des conséquences qui sont sur la santé des personnes, eh bien, on peut très bien envisager des poursuites pour homicide et blessures involontaires contre les élus et les fonctionnaires qui auraient été négligents. En effet, ceux qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter peuvent engager leur responsabilité pénale dite non intentionnelle s'ils ont commis une faute qualifiée. Et un cumul de négligences qui, prises isolément, ne sont pas d'une particulière gravité, ben ce cumul de négligences peut constituer une faute caractérisée au sens du code pénal. Donc ça veut dire que si au sein de la collectivité, il y a eu des négligences qui ont facilité la cyberattaque, que cette cyberattaque a des conséquences dommageables pour les personnes, cela peut se traduire également par des poursuites pénales pour homicide et blessures involontaires ou pour des dommages de pollution, si jamais c'est une usine de traitement des déchets, par exemple, qui a été cyberattaquée. Des poursuites pourraient être engagées contre les élus locaux, contre les fonctionnaires négligents et ou contre la collectivité territoriale personne morale. Alors, je vous disais un exemple. En Floride, aux États-Unis, en février 2021, vous avez eu une attaque informatique qui s'est traduite par la manipulation de la composition chimique des eaux de la ville. Le cybercriminel a augmenté le taux de soude caustique et le hacker a multiplié par 10 la concentration de ce produit dans l'eau potable. Cette modification aurait pu, bien entendu, avoir des conséquences graves si les employés de la station de traitement des eaux n'avaient pas réagi à temps. Or, en l'espèce, la cyberattaque n'a rien eu de très sophistiqué. Le pirate s'est simplement servi d'un logiciel, TeamViewer, outil professionnel de prise à contrôle à distance des machines, et qui a été utilisé par l'équipe de la station. Et l'enquête a mis à jour plusieurs négligences. Tous les ordinateurs de la station disposaient du même et unique mot de passe pour TeamViewer. Première négligence. Deuxième négligence, il n'existait pas de pare-feu de sécurité entre Internet et le système d'information de la structure. Troisième négligence, le réseau informatique était basé sur le système d'exploitation Windows 7 dont Microsoft a arrêté les mises à jour en janvier 2020. Je vous rappelle que nous étions en février 2021. Une faille qui a été connue puisque les autorités avaient averti toute organisation utilisant encore Windows 7 qu'elle s'exposait à attirer les cybercriminels prompts à exploiter les fins de mise à jour de systèmes d'exploitation logicielle.
Bon, aujourd'hui, on a la même problématique avec ceux qui sont restés sur Windows 10, qui n'ont pas basculé sur Windows 11. Donc, là, vous voyez qu'il y a toute une série de négligences qui ont été commises et qui ont facilité la cyberattaque. Alors là, coup de bol, les agents de la station ont pu intervenir à temps avant la catastrophe, mais si ça n'avait pas été le cas, qu'il y avait eu des conséquences sur la santé des consommateurs de l'eau, le même accident se serait produit en France, avec des conséquences sur la santé de l'eau. On ne peut pas exclure que des poursuites pénales soient engagées contre les élus, contre les fonctionnaires et ou contre la collectivité, puisque là, il peut y avoir des conséquences sur la santé. À côté de cela, vous avez un certain nombre d'obligations qui vous sont présentées par, qui sont le résultat, pardon, des données de la CNIL. Le RGPD, le règlement général sur la protection des données, impose aux responsables de traitement de documenter en interne les violations de données personnelles et de notifier les violations présentant un risque pour les droits et les libertés des personnes à la CNIL, et dans certains cas, lorsque le risque est élevé, aux personnes concernées. Concrètement, ça veut dire que si les cyberpirates ont profité de l'attaque pour s'emparer de données personnelles, eh bien, il faudra que vous en avertissiez la CNIL. Parce que si des données personnelles ont fait l'objet d'une violation, que ce soit la perte de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité, que ce soit de manière accidentelle ou illicite, la collectivité doit documenter en interne l'incident en déterminant 1. La nature de la violation, 2. Les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation, 3. Les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernées, 4. Les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernées, 5. Décrire les conséquences probables de la violation des données, 6. Décrire les mesures prises ou envisagées pour éviter que cet incident se reproduise ou atténuer les éventuelles conséquences négatives. Et cette déclaration, s'il y a eu atteinte à la vie privée des personnes concernées, le responsable du traitement doit le notifier à la CNIL dans les 72 heures. Donc vous avez 72 heures. Alors quand vous êtes victime d'une cyberattaque, on ne pense pas nécessairement qu'on a un certain nombre d'obligations, attention, parce qu'on est d'abord victime, ça on l'entend, on est paralysé, on est déstabilisé, donc on ne pense pas nécessairement qu'on a aussi un certain nombre d'obligations, mais attention, si les données personnelles ont été atteintes, vous avez 72 heures pour faire une déclaration à la CNIL via un système de téléservice qui est en ligne. Il restera toujours possible ensuite, une fois que vous avez fait cette première déclaration, de faire une déclaration complémentaire si des investigations complémentaires sont nécessaires. Mais ça ne vous dispense pas, même si vous n'avez pas tous les éléments au départ, de faire cette première déclaration dans les 72 heures. Parce que si vous ne le faites pas dans ce délai, alors d'abord, vous devrez expliquer le retard, et si vous ne le faites pas, c'est un délit, c'est une infraction pénale qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Donc c'est l'article 226-17-1 du Code pénal. Donc le fait de ne pas déclarer à la CNIL ces atteintes aux données que vous hébergiez ou que vous aviez en votre possession sur vos serveurs, eh bien ça peut vous placer en porte-à-faux par rapport à vos obligations. Alors encore une fois, j'ai bien conscience que lorsqu'on est attaqué, quand on est attaqué, on est d'abord victime, mais attention, cela ne vous dispense pas, parce que vous êtes victime, de devoir faire un certain nombre de déclarations. D'ailleurs, cette obligation de déclaration aux atteintes aux données personnelles, ça ne fonctionne pas uniquement
en matière de cyberattaque, hein, ça peut être une erreur que vous avez commise. Là aussi, il faut penser à faire cette déclaration auprès de la CNIL. En cas de risque élevé, la collectivité devra également notifier les personnes concernées. C'est-à-dire que vous devrez dire aux personnes concernées que vous avez certaines de leurs données qui ont été subtilisées. Si vous avez un doute sur la gravité du risque, vous pouvez interroger la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui vous indiquera s'il est nécessaire ou non d'informer les personnes en fonction des données qui vous ont été dérobées. Alors attention, parce que la CNIL elle dispose d'un certain nombre de pouvoirs et elle peut prononcer des sanctions en cas de manquement au RGPD ou à la loi informatique et liberté. Donc dans les sanctions, ça peut être un simple rappel à l'ordre, mais cela peut aussi se traduire par des injonctions sous astreinte de mettre en conformité le traitement. Jusqu'à 100 000 € par jour de retard. Elle peut également prononcer une amende administrative qui peut s'élever jusqu'à 20 millions d'euros dans le cas les plus graves. Que ce soit non-respect des principes fondamentaux du RGPD, des droits des personnes, des dispositions sur le transfert ou de non-respect d'une injonction d'une autorité, et 10 millions d'euros en cas de non-respect des obligations du responsable de traitement ou du sous-traitant en matière de sécurité, d'analyse d'impact, de tenue du registre des activités, de désignation d'un DPO. Désignation d'un DPO, entre parenthèses, donc c'est un délégué à la protection des données. C'est une obligation qui pèse sur toute structure, que ce soit une entreprise ou une collectivité. Donc, dans vos collectivités, en principe, vous devez avoir un DPO. Alors que ce soit en interne ou en externe, ça peut être mutualisé au niveau de l'intercommunalité. Peut-être que vous êtes passé par le centre de gestion, mais en tout cas, il doit y avoir ce délégué à la protection des données. Alors, le piratage informatique, je le disais tout à l'heure, mais je vais vous donner un exemple parlant, n'est pas la seule cause possible d'atteinte à l'intégrité des données personnelles. Par exemple, en 2018, la CNIL a rendu une délibération qui concernait une association qui s'était fait pirater son site Internet. Et donc, alors, non, ce n'était pas un piratage, pardon, c'est une fuite des données qui était partie suite à un incident de sécurité sur son site Internet. Justement, ce n'était pas un piratage, justement. Et il y a eu un dysfonctionnement sur le site de l'association qui a rendu librement accessibles les données personnelles de ses utilisateurs, alors même que le site avait été développé par une société prestataire. Et se sont retrouvés en libre accès ainsi plus de 40 000 documents avec des degrés de sensibilité hautement sensibles, puisqu'il s'agissait des références bancaires, numéros de sécurité sociale, salaire, passeport. Donc là, la CNIL a pris la décision de sanctionner l'association à hauteur de 75 000 € et de rendre publique cette décision, même si l'association était de bonne foi et a fait preuve de coopération avec les services de la CNIL, parce que la CNIL a voulu marquer le coup en disant lorsqu'on héberge ce type de données confidentielles, hautement sensibles, notamment les références bancaires, le numéro de sécurité sociale, eh bien, il faut que le système soit blindé et soit sécurisé. Or là, ce n'était pas le cas. Alors, encore une fois, ici, ce n'était pas une attaque informatique, mais ça montre aussi la nécessité de protéger ces données, de manière sécure pour éviter qu'elles ne se retrouvent, comme ici, en libre accès à tout un chacun. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Peu de collectivités le connaissent et pourtant, c'est une obligation qui date depuis un petit moment. C'est un décret du 2 février 2010. C'est le référentiel général de sécurité. Les collectivités territoriales qui ont mis en place des téléservices ont l'obligation d'avoir ce référentiel général de sécurité. Et ce référentiel doit fixer les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives, y compris les collectivités territoriales, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que leur disponibilité et l'intégrité des systèmes de leurs utilisateurs.
Bon, je pense que vous devez connaître un document, c'est le document unique d'évaluation des risques. Vous savez, ce qu'on appelle le DUER, c'est le document unique d'évaluation des risques. Ça marche dans les entreprises comme dans les collectivités. Dans ce document, vous devez recenser tous les risques auxquels sont exposés vos agents. Et derrière, une fois que vous avez identifié les risques, vous devez mettre en place un plan d'action pour diminuer et supprimer, quand c'est possible, les risques auxquels sont exposés vos agents. C'est pareil dans une entreprise. Et bien là, le référentiel général de sécurité, c'est la même chose, mais pour votre système informatique. Il appartient notamment à la collectivité d'identifier dans ce document l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations qu'il traite, que vous traitez, eu égard notamment aux conditions d'emploi du système. Et vous devez également dans ce document fixer des objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du système, de confidentialité et d'intégrité des informations, ainsi que d'identification des utilisateurs du système pour répondre de manière proportionnée aux besoins de protection du système et des informations face aux risques identifiés. En déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité. Et là aussi, comme le document unique d'évaluation des risques, régulièrement, vous devez le réexaminer la sécurité du système et des informations en fonction de l'évolution des risques. Donc, importance, ce référentiel général de sécurité, il ne doit pas être fait, puis rangé dans un tiroir et puis on l'oublie, sagement rangé dans un tiroir où il prend la poussière. Non, il faut qu'il soit vivant et qu'on le mette à jour régulièrement. C'est comme le document unique d'évaluation du risque ou un autre document que vous connaissez aussi, c'est comme le plan communal de sauvegarde, le PCS. Ce sont des documents qui doivent vous permettre d'identifier les risques et d'engager un plan d'action et que vous devez ensuite mettre à jour. S'il y a une attaque informatique et que ce document n'existe pas, s'il y a une recherche en responsabilité, ça sera un élément que prendra en compte le juge, évidemment, pour dire « Ah, c'est déjà mal embarqué parce que, voilà, vous n'avez pas entamé cette démarche. » Alors, une des questions qui a été posée devant le juge, enfin, qui s'est posée du moins de manière plus générale, pas nécessairement dans le juge, c'est le paiement des rançons est-il légal? Alors, pendant longtemps, ça a été une zone grise, avec certains qui étaient contre, d'autres qui étaient pour, et un opérateur qui est résolument contre, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est résolument contre le système du paiement des rançons parce que c'est remettre une pièce dans la machine, puisque les cyberpirates vont tirer profit de la rançon pour pouvoir développer de nouveaux outils et procéder à de nouvelles attaques. Donc forcément, c'est pas vertueux. Alors, il y a un rapport parlementaire qui a été rendu en octobre 2021 qui préconisait d'inscrire dans la loi l'interdiction pour les assureurs de garantir ou couvrir et d'indemniser la rançon et de sanctionner même les entreprises ou les administrations qui paieraient une rançon. Donc, vous voyez que les a priori étaient plutôt négatifs enfin, au détriment de la rançon. Finalement, le législateur a opté pour une autre option. Dans l'article 5 de la loi LOMPI, dite LOMPI, donc c'est la loi d'orientation et de programme du ministère de l'Intérieur, qui a été adoptée le 24 janvier 2023, et a inséré un nouvel article, L12-10-1 dans le Code des assurances, autorisant les assureurs à couvrir le paiement des rançons. Alors, c'est une autorisation, hein, ce n'est pas une obligation. Mais avec une condition, c'est que la victime dépose plainte au plus tard dans les 72 heures après la connaissance de l'atteinte par la victime. Donc, pour que l'assureur puisse prendre en charge le paiement de la rançon, sous réserve que le contrat le prévoit, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une obligation pour l'assureur de le faire, mais s'il le prévoit dans son contrat,
le paiement de la rançon ne sera possible que si de son côté l'assuré a déposé plainte dans les 72 heures suivant la déclaration. Et cette couverture d'assurance ne peut s'appliquer qu'aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. L'idée du législateur, c'est de faire preuve en quelque sorte d'un peu de pragmatisme. Malheureusement, les cyberpirates, une fois qu'ils ont pris le contrôle d'une collectivité ou d'une entreprise, le coût pour l'entreprise ou la collectivité de rebasculer sur un nouveau système informatique sera peut-être beaucoup plus cher que de payer la rançon. Donc, le législateur s'est dit que, dans certains cas, peut-être que le paiement de la rançon peut être utile. Il n'empêche que l'ANSSI, de son côté, déconseille toujours fortement de payer les rançons pour ne pas contribuer à alimenter le système, et surtout qu'on s'est aperçu que parfois, payer la rançon, ça ne débloquait pas la situation. Donc, c'est la double peine. Donc, beaucoup de vigilance par rapport, effectivement, à ça, même si le législateur a introduit une dose de pragmatisme en la matière. Alors, quels sont les bons réflexes à adopter lorsque l'on fait l'objet d'une cyberattaque? Eh bien, la première des réactions, c'est d'être le plus réactif possible pour limiter les dégâts, ce qui suppose un minimum de préparation et d'anticipation. C'est comme un PCS, hein, le plan communal de sauvegarde, quand ça nous tombe dessus, quand on a une crise qui nous tombe dessus, c'est parce qu'on aura fait des exercices avant qu'on aura les bons réflexes. Eh bien, en matière de cyberattaque, c'est le même fonctionnement. Plus on aura anticipé, plus on aura été préparé, mieux c'est. Une des questions qui peut être stimulante, en fait, c'est pas, il faut pas se dire si je vais être cyberattaqué, mais c'est quand je vais être cyberattaqué. Et le jour où je fais l'objet d'une cyberattaque, eh bien, il faut être prêt et avoir effectivement les bons réflexes. Alors, parmi les bons réflexes, il faut que tout le monde sache qu'en cas de cyberattaque, la première chose à faire, c'est déconnecter les supports de sauvegarde et isoler les équipements infectés du système d'information en les déconnectant du réseau. Concrètement, votre ordinateur, vous avez un message louche, eh bien, on le débranche du réseau. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il faut l'arrêter, le débrancher. Au contraire, le mieux, c'est de les garder en veille prolongée, de les laisser avec un branchement électrique, car une extinction électrique peut réduire les chances de retrouver dans la mémoire les éléments permettant de retrouver les fichiers chiffrés. Alors moi, je ne suis pas du tout technicien, hein, ça si je vous le dis, c'est parce que ça fait partie des éléments que les experts nous donnent comme éléments, c'est-à-dire que l'ordinateur, lorsqu'il est attaqué, il faut le débrancher du réseau pour pas qu'il contamine l'ensemble du réseau, mais il faut, si on peut, le laisser allumer. Par contre, les équipements qui n'étaient pas démarrés au moment de la cyberattaque, eux, on ne les allume pas pour éviter, évidemment, de les contaminer. Dans les autres réflexes à avoir, on l'a vu, déposer plainte. Dès lors qu'on fait l'objet d'une cyberattaque, c'est une infraction. Vous êtes victime. Et pour que les services de l'État les services enquêteurs puissent enquêter, même si je vous ai dit que ça serait très compliqué de remonter jusqu'aux cybercriminels, il n'empêche que il est quand même possible des fois de remonter jusqu'à eux. Et d'autre part, ça permet aux enquêteurs de voir comment procèdent les cyberpirates, et votre expérience malheureuse pourra servir à d'autres collectivités ou d'autres entreprises qui pourraient faire l'objet du même dispositif, de la même attaque. Si jamais il y a une altération des données personnelles, vous pensez en informer la CNIL. Et si jamais vous avez souscrit une assurance qui vous couvre
pour les cyberattaques, eh bien, pensez à faire une déclaration à votre assureur. Toujours dans les bons réflexes. Je le disais tout à l'heure, PCS, dans le plan communal de sauvegarde, on prévoit une cellule de crise. Eh bien, pour une cyberattaque aussi, on met en place une cellule de crise. On trace les actions et les événements liés à l'incident. Donc, on essaye de garder une trace écrite de tout ce que l'on fait, de tout ce qui s'est passé. Là aussi, ça permettra après, par exemple, à l'ANSSI, au service, de venir vous aider en vous disant, vous avez fait comme ça, non, si jamais ça se reproduit, voilà ce que vous auriez dû faire. C'est pas pour vous placer en porte-à-faux, mais c'est pour vous aider à avoir les bons comportements. Et justement, s'il y a un conseil qui est important, c'est ne pas rester seul. Vous avez des autorités qui sont compétentes et qui sont à votre service. Il y a l'ANSSI, il y a cybermalveillance. Vous avez également les services de gendarmerie qui développent des cellules en la matière qui sont spécialisées. Donc, n'hésitez pas à prendre appui sur ce service. Cela peut vous conduire à mettre en place des numéros de secours pour joindre la collectivité, parce que peut-être que votre téléphonie a été impactée. Cela doit vous conduire, si les mots de passe ont été attaqués, si ont été divulgués, à modifier vos mots de passe, évidemment. Et cette fois, à les durcir, à avoir des mots de passe plus compliqués. Corriger les failles que vous avez identifiées qui ont permis l'attaque. Définir une stratégie de communication pour limiter les impacts de la crise sur l'image de la réputation de la collectivité. Et à ce titre, il faut être vigilant tant sur la communication externe, mais il faut penser aussi à soigner la communication interne en gardant à l'esprit que l'attaque peut avoir aussi un effet déstabilisateur pour vos agents. Et enfin, restaurer le système depuis des sources saines. Alors, dans les ressources disponibles, il y en a plusieurs. Tout d'abord, la gendarmerie nationale, je l'ai dit, elle a développé une expertise dans la matière et elle propose aux collectivités notamment un outil de pré-diagnostic que vous pouvez utiliser qui consiste à établir un état des lieux de protection des systèmes informatiques selon 9 thématiques pour ensuite établir une synthèse et avoir déjà des recommandations idoines, des recommandations idoines que vous pouvez mettre en œuvre pour protéger vos équipements et vos réseaux. Dans les liens que je vous ai proposés, là, vous avez quelle responsabilité pour les collectivités, les agents, les élus. C'est un lien qui vous renvoie sur le site de l'Observatoire. Il est en accès libre. Donc après, vous pourrez accéder à différentes ressources également, mais ça reprend ce que je viens de vous expliquer. Vous avez Cybermalveillance et la CNIL qui ont publié aussi un guide sur les obligations et les responsabilités des collectivités locales en matière de cybersécurité. Il est relativement récent, il date de 2022, il est en accès libre. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller le consulter. Sur le site de l'ANSSI, vous avez également plusieurs ressources qui peuvent vous être très utiles. Attaques par orange logiciel, tous concernés. Comment les anticiper et réagir en cas d'incident? Collectivité territoriale face à la menace. Saisissez-vous des enjeux cyber. Un autre guide sur la sécurité numérique des collectivités territoriales avec un zoom sur l'essentiel de la réglementation. Et puis, vous avez un guide qui a été réalisé également entre l'ANSSI et l'AMF, donc l'Association des maires de France. Cybersécurité, toutes les communes et intercommunalités concernées. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces documents ressources. Comme Nathalie vous l'a dit, le diaporama vous sera remis. Tous les liens là qui vous sont présentés sont actifs, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien s'il y a un de ces guides qui vous intéresse plus particulièrement. Sur le site de la CNIL, vous trouverez également
un guide de sensibilisation pour les collectivités territoriales à tout ce qui concerne le règlement général de la protection des données. Enfin, je vous l'ai dit, vous pouvez accéder à des outils sur le site de l'Observatoire. Donc, il y a le lien que je vous ai transmis tout à l'heure. Vous avez également le replay. Et puis, vous avez des guides pratiques sur la prévention des cyberrisques que vous pouvez consulter au même titre que les autres ressources que je viens de vous présenter. Et nous te remercions. C'était très intéressant. On va passer aux questions s'il y en a. Très intéressant, très peu de déperdition. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant. Dommage qu'on n'ait pas eu de technicien d'Orange qui nous aurait expliqué les manips pour débrancher ou mettre en sécurité. Mais bon, je pense que sur les liens qui sont dans le document, on doit pouvoir trouver Tout à fait. ce genre d'éléments. Oui. Donc le support, comme vous le disiez, Luc Brunet, il va vous être. J'aurais bien aimé vous le mettre dans le chat, mais je ne sais pas comment faire. Je suis désolée. J'ai cherché. Bon, peut-être que j'arrête de présenter mon diaporama. Peut-être que si j'arrête de mon diaporama, peut-être que. Tu crois? Je sais pas. Partager. Parce que dans le fil de conversation, moi, je peux le mettre, je pense. Ah ben si tu peux le mettre, peut-être. Moi, je ne sais pas comment on fait. Je vais le mettre dans le. Ouais. Ah non, oui, effectivement. Ah, tu vois, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Vous le recevrez, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions pour Luc Brunet? Là, vous pouvez réactiver vos micros, il n'y a pas de souci. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà fait l'objet de cyberattaques? Est-ce qu'il y en a des collectivités qui auraient été déjà victimes? Oui, ça pourrait être intéressant d'avoir leur témoignage, de savoir comment ça s'est passé. Écoute, non, visiblement, Non. c'était très clair. Bon, pour les directeurs, directrices d'associations départementales qui étaient connectés, bah, n'hésitez pas hein, à transmettre le replay à vos adhérents si vous avez trouvé ça intéressant. Nous, le replay il sera sur le site de Mairie 2000, dans la page webinaire qui est consacrée au webinaire. Si vous n'avez pas de questions, nous allons mettre fin à ce webinaire en remerciant Luc Brunet pour sa disponibilité, pardon, je suis un peu fatiguée. Voilà, au pied levé, je dois le dire, donc double remerciement. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Nous n'avons pas d'autres webinaires avant décembre, je crois bien, et ce sera le 11 décembre le webinaire portera sur l'inventaire des biens de la collectivité. Voilà. Sujet important également pour le patrimoine et l'assurance des collectivités. Et il sera animé par les notaires. Je vous souhaite une bonne après-midi à nouveau.